Bueno, la siguiente ponencia va a ser en francés, pero han tenido la deferencia de hacer las transparencias en castellano, aunque las gráficas aparecen en francés, pero entonces yo creo que va a ser suficiente para seguir el discurso. Luego también le vamos a tener de apoyo a Pedro, que es nuestro traductor en mesa, también aparte del ejercicio que están haciendo en cabina nuestras traductoras. También vamos a agradecer, antes de acabar, la labor que están haciendo nuestras intérpretes de signos. Siempre es importante, ya sabéis, estos aplausos. O sea, que aplaudir, agradecer el esfuerzo que están haciendo, que es difícil. Bueno, Marc Majadú, también compañero y amigo, ¿vas a pasar a la palestra? Sí. Bueno, él hablará en francés. Marc, como os decía, es gerente de FEGAPEI Francia, en la Federación de los Centros Especiales de Empleo de Francia. Y Marc nos va a hacer un acercamiento a lo que es una herramienta que han desarrollado que le llaman barómetro social, que sería una estrategia también de prevención, es un enfoque de prevención. Entonces, van a explicarnos lo que, aparte de su historia, lo que han encontrado a través de las encuestas de satisfacción en el mundo del trabajo con personas con discapacidad, que, como siempre, nos arrojan mucha información. Ya veréis la dificultad que tenemos a veces de abordar a las personas porque nos da miedo y, sin embargo, parece que nosotros tenemos la potestad y la patente de abordar a las personas con discapacidad. Y lo que hacemos realmente es darnos cuenta que es mucho más simple lo que nos queremos, es mucho más sencillo, esto sería también dentro del ámbito de factores psicosociales, y no tenemos ningún problema para que ellos nos enseñen el camino que vamos a tener que seguir en la estrategia de ese mundo futuro que se nos dibuja. Veréis la sorpresa de que los factores habituales no son los que más nos generan riesgo, sino todos los factores de carácter social. Es importante ese discurso para la prevención. Marc, tienes 20 minutos. Tía, 20 minutos. Perfecto. Tout d'abord, merci aux traducteurs. Moi aussi, je suis en situation de handicap, aussi en camp d'espagnol. Je vous parlerai pas en breton non plus, parce que je viens d'une région qui est l'ouest de la France. Alors, certainement, beaucoup d'entre vous connaissent la Bretagne. La Loire-Atlantique, c'est juste en dessous. Donc, une région très agréable. Donc, je dirige une association que je vais vous présenter rapidement, qui est l'ADAPEI de Loire-Atlantique, qui exerce pratiquement les mêmes métiers que ceux qui ont été présentés par les conférenciers précédents. Quelques chiffres, tout simplement. Notre association est une association loi 1901, une association sans but lucratif. Elle a été créée en 1955. Nous accompagnons 2700 personnes en situation de handicap, essentiellement des personnes déficientes intellectuelles ou ayant des troubles du spectre autistique ou des personnes handicapées psychiques. Nous accompagnons les personnes tout au long de leur vie, bien sûr pas tout seul. Merci. Nous accompagnons les personnes tout au long de leur vie, donc de l'enfance jusqu'au vieillissement, avec d'autres partenaires, bien évidemment. Association à but non lucratif, 1000 adhérents, il y a 1000 personnes, 1000 familles. Ce sont des familles, des parents d'enfants ou de personnes handicapées qui sont adhérents de notre association, donc ils sont 1000. Nous avons 1600 professionnels qui accompagnent ces personnes, les personnes handicapées. 78% de ces professionnels sont en contact direct avec les personnes en situation de handicap. Le reste étant tout ce qui est le transport, l'administration, etc. Nous accueillons au niveau de l'emploi 300 stagiaires chaque année. Nous avons alors 12, ce qu'on appelle dans notre jargon français, 12 ESAT qui correspond au travail protégé qui vous a été décrit tout à l'heure. Et nous avons 7 filières métiers. Nous avons 4 secteurs d'activité. L'éducation, le soin, l'apprentissage, qui est destiné aux personnes de 0-20 ans, soit dans des écoles, c'est-à-dire un accompagnement qui se fait dans des écoles dites ordinaires, soit dans ce que moi j'appelle le monde extraordinaire, que sont les établissements spécialisés dans lesquels nous accompagnons ces personnes. Nous avons également un secteur travail, avec une dizaine de centres d'aide par le travail, d'entreprises adaptées. Notre projet, c'est que l'outil travail puisse correspondre aux capacités des personnes. Et ces capacités des personnes en situation de handicap ne sont jamais limitées. Effectivement, on l'a vu par rapport aux présentations précédentes que la robotique, la cobotique, l'industrie 4.0 permettaient
susciter des craintes au niveau de la population, mais apporter aussi de vrais progrès pour l'accompagnement de personnes en situation de handicap. Mais pour autant, nous considérons au niveau de notre association que le premier travail, c'est l'accompagnement, et cet accompagnement, même si la robotique, même si la cobotique, même si l'industrie 4.0 avance et la technologie avance très fortement, l'accompagnement humain est une chose primordiale. Nous remplacerons, tout du moins je l'espère, jamais un humain par un robot, même si la cobotique fait de grands progrès. Nous avons également des solutions d'hébergement que les personnes en situation de handicap, lorsqu'elles deviennent adultes, ont effectivement également des besoins de logement, comme vous et moi. Et puis nous accompagnons des personnes très déficientes, qui ont très peu d'autonomie, pour lesquelles il est nécessaire d'avoir un accompagnement heure par heure pour des gestes très très simples de la vie quotidienne, se lever, s'habiller, se nourrir, se déplacer, où l'accompagnement humain est nécessaire et indispensable. Alors notre association, je suis désolé, j'ai un PowerPoint en espagnol, alors je tourne les pages. Notre association se caractérise par la non-lucrativité, c'est-à-dire que nous n'avons pas d'actionnaires. Les parents qui sont au conseil d'administration, au bureau, la présidente, exercent leur fonction de façon bénévole. S'il y a des excédents ou des moyens qui sont dégagés, c'est pour réinvestir dans notre outil de travail. Et nous avons une gestion démocratique, un homme, une voix, c'est-à-dire que l'association, lorsque les décisions sont prises en conseil d'administration, il y a des votes et c'est effectivement chaque personne apporte sa voix et indépendamment effectivement il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas d'actionnaire en fait. Alors on considère, et je vais faire très vite puisque sinon je n'aurai pas le temps de dire l'essentiel, que toute personne en situation de handicap implique une mise en œuvre de compensation qui soit spécifique. C'est-à-dire que chaque personne est singulière, chaque personne doit avoir un projet, et effectivement, la compensation qu'on apporte à ces personnes en situation de handicap, elle est propre à chacune d'entre elles. On considère aussi que les personnes en situation de handicap sont des citoyens à part entière. Ils ont besoin d'accompagnement dans les gestes quotidiens, dans la vie quotidienne, mais en tout cas, on considère qu'ils sont citoyens à part entière. On considère aussi qu'en tant que citoyens, elles ont des droits. Le droit au travail, ça a été dit par les interlocuteurs précédents. Le droit d'aller et venir, le droit au loisir, le droit à la culture, le droit à l'école. Et on considère que chaque personne, quel que soit son handicap, et parfois c'est très compliqué de recueillir le sentiment de ces personnes, chaque personne a le droit d'exprimer ses besoins. C'est à nous de les traduire en réalité. Je passe là. Je vais venir. Allez, alors l'association en quelques chiffres. Alors tout d'abord, nous sommes. Alors je ne sais pas si on peut le traduire en espagnol. Nous sommes. On vient d'avoir un label Lucie qui reconnaît que l'association est engagée dans une démarche de développement durable, de responsabilité sociétale des organisations. C'est-à-dire que nous sommes soucieux, bien sûr, des personnes que nous accompagnons, de l'environnement dans lequel nous vivons, du fait de travailler avec des entreprises qui sont socialement responsables, c'est-à-dire qui ne donnent pas du travail à des enfants des enfants de moins de 20 ans, par exemple, ou de moins de 10 ans. Et nous avons effectivement cette démarche de responsabilité sociétale, considérant que nous employons 1600 personnes, que nous accompagnons 3000 personnes en situation de handicap, donc nous avons cette responsabilité vis-à-vis de notre région, vis-à-vis de notre département, vis-à-vis de notre pays et vis-à-vis des citoyens qui y habitent. Juste quelques chiffres, c'est l'évolution du nombre de salariés de l'association. Vous voyez qu'il y a une progression constante. Donc nous avons 1700 salariés aujourd'hui, pratiquement 1700 salariés. Et la progression, cette autre courbe, c'est la progression du nombre de personnes que nous accompagnons. Nous n'avons pas, au niveau de l'association, des objectifs de croissance. Nous avons des objectifs de répondre à des besoins. Or, le département dans lequel nous exerçons notre action est un département dans lequel la démographie augmente fortement. Et on peut considérer aussi que notre action depuis plus de 60 ans a été bénéfique, puisque l'espérance de vie des personnes en situation de handicap ne cesse de progresser, comme
celle de tous citoyens. Donc effectivement, les demandes sont de plus en plus importantes et les réponses qu'on doit apporter à ces personnes le sont tout autant. Alors, je viens au sujet qui est le baromètre social. Alors, le baromètre social s'adresse, on a d'autres outils qui concernent les personnes en situation de handicap, mais le baromètre social s'adresse aux salariés, aux 1600 salariés qui accompagnent les personnes en situation de handicap. Parce que nous considérons que la qualité de vie au travail a forcément un impact positif, ou négatif si elle est mauvaise, un impact positif sur l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Si quelqu'un vient au boulot, au travail, avec la boule au ventre ou en marche arrière, c'est clair que l'accompagnement qu'il va proposer aux personnes en situation de handicap ne va pas être de qualité. Nous sommes partis de ce constat à partir d'une situation très compliquée. Donc, que j'appelais au centre l'information sociale, mais c'est un événement qui se passe. Nous avons une centaine d'établissements sur le département de Loire-Atlantique. Donc nous sommes partis d'une situation au centre, une information qui, voilà, tout va mal dans un établissement, les salariés sont mécontents, le taux d'accident de travail est important, le taux d'absentéisme l'est tout autant. Et on a des informations qui sont très disparates. Les élus, comités d'entreprise, délégués syndicaux, nous apportent effectivement une information sur une situation. Une information qui leur appartient, mais qui n'est pas forcément la globalité de l'information. Les salariés qui travaillent dans un établissement apportent également une information qu'ils vivent eux-mêmes, mais cette information peut être déformée par les interlocuteurs qui l'apportent. Et puis, comme dans chaque établissement, nous avons, comme Pedro Galbet est directeur de plusieurs établissements, ces directeurs ont aussi une information qui viennent soit des salariés directement, soit des délégués syndicaux, soit de la direction générale, mais en tout cas, l'information, elle n'est pas partagée de façon, on va dire, objective par l'ensemble des acteurs. Et c'est à partir de cette analyse d'une situation qu'on s'est dit, mais comment peut-on faire pour rendre objectif ce qui, par nature, est subjectif? Et ça a été le début de notre réflexion, il y a 10 ans, pour créer le baromètre social. L'objectif n'était pas de demander aux salariés pourquoi tout va mal, c'est comment faire pour que ça aille mieux. C'est vraiment ça notre idée. Donc on a un baromètre social qui en est à sa 5e édition. Donc on a du recul sur ce baromètre social au niveau de l'association, qui est administré. Donc l'idée, c'est de mesurer dans chaque établissement le climat social par une photographie à un instant donné. Et surtout de faire de l'intercomparaison, bien sûr dans le temps, puisque nous sommes à la 5e édition, mais également dans l'espace, puisque nous gérons un certain nombre de sites et d'établissements, de voir voilà, quels sont les facteurs déterminants sur la qualité de vie au travail et par conséquent sur la qualité de l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Donc c'est un outil de mesure plus psychologique, entre guillemets, plutôt que technique. Chaque salarié, donc il est administré à chaque salarié qui a plus de 2 mois d'ancienneté, chaque salarié peut effectivement exprimer son avis sur cet thème que je vais vous décrire tout à l'heure. Alors, on essaye de comparer, parce qu'il y a peu d'outils, au moins en France aujourd'hui, qui nous permettent de faire de l'intercomparaison avec d'autres secteurs d'activité. On en a trouvé quelques-uns, donc ça nous permet aussi de nous situer par rapport à d'autres associations ou d'autres organisations ou d'autres entreprises. Alors, effectivement, si l'on veut mesurer la qualité de vie au travail ou des salariés, on aurait pu penser de créer un outil tout seul dans un bureau en vase clos, de faire appel à des techniciens, à des experts, pour mesurer ce que les gens vivent. Mais ça n'a pas été notre démarche. Effectivement, il y a une démarche d'association des salariés à la définition même de ce baromètre social. Je dirais que la démarche est pratiquement aussi importante que l'outil qui en est ressorti. Toutes les organisations syndicales se sont penchées sur cette question. On a un comité de pilotage dans lequel il y a des professionnels, des personnes en situation de handicap, des familles, et également des professionnels de terrain. Donc, ce baromètre, je vous l'ai dit, il est réservé à tous les salariés. Il est administré de façon
informatique. Donc c'est un questionnaire qui est sur le net et qui est confidentiel et sur le net, parce qu'il y a aussi le problème de la confidentialité. On a une période très courte, d'un mois, pour répondre à ce questionnaire. Donc ce dont on s'aperçoit depuis 10 ans, parce qu'on le fait tous les 2 ans, c'est que le taux de réponse est très important, puisque on est à 70% de réponses par rapport aux salariés qui travaillent dans notre association. Alors, juste ce petit graphique pour... alors nous, on est content de vous montrer ça, puisque vous voyez le résultat, c'est 80% des salariés de notre association qui se disent satisfaits de leur travail. Alors, donc on pourrait s'arrêter là. Effectivement, en général, quand vous dirigez une organisation, quelle qu'elle soit, c'est les 20% que vous entendez le plus. Les 20% qui sont mécontents ou qui sont pas très satisfaits. Quand on est satisfait, en général, on entend moins les choses. Donc, ce baromètre social nous permet aussi, effectivement, de rendre, je vous l'ai dit tout à l'heure, objectif ce qui, par nature, est subjectif. Donc voilà, c'est le... Donc il y a des questions très simples. Hein. Nous avons voulu, il y a une 60aine de questions très très simples. Vous voyez, celle-ci, je suis globalement satisfait de mon travail. Donc c'est des choses, oui, tout à fait, etc. Donc après, il y a un scoring qui est fait. Vous l'avez sous les yeux. Je passe. Alors, quelles sont les principales conclusions que l'on peut retirer de la dernière édition qui date de, oui, 1 an, de l'année dernière, en décembre 2017. Donc cette satisfaction générale de 80% qui est pour nous important, hein, puisque, je vous l'ai dit, ce qui nous importe, c'est pas que les gens soient contents d'aller au boulot, mais c'est que ce contentement, cette satisfaction ait une répercussion positive sur les personnes que nous accompagnons. Donc, en plus, cette satisfaction a augmenté depuis 2015. 82% des salariés apprécient de travailler dans notre association. Et je vous dis, on entend surtout les 5% qui disent non, on n'est pas content. Donc c'est important aussi de communiquer sur ces résultats, ce que nous faisons bien sûr en interne. On parle de qualité de vie au travail. Elle s'améliore, mais effectivement, je vous donnerai tout à l'heure, oui, je regarde ma montre, je vous demanderai tout à l'heure les raisons d'amélioration ou de détérioration, pardon pour les traducteurs, de cette qualité de vie au travail. Et on voit bien les facteurs sont parfois les mêmes. Donc je vais y revenir tout à l'heure. Bon, l'équilibre vie professionnelle, vie privée, c'est important pour nous puisque, en fait, nous avons des établissements qui sont ouverts du 1er janvier au 31 décembre, 24 heures sur 24. Donc avec des salariés qui travaillent de nuit. Donc effectivement, nous sommes très vigilants à cet équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. Donc effectivement, aujourd'hui, les réponses sont plutôt satisfaisantes sur ce contexte-là. Alors, je reviens... Voilà. On m'a posé la question, mais vos conditions de travail sont améliorées ou détériorées? Donc certains ont dit se sont améliorées. Donc pour quelles raisons? Parce qu'il y a l'ambiance de travail au sein de l'équipe, puisque effectivement ce qui est important dans l'accompagnement des personnes en situation de handicap, c'est effectivement un groupe de salariés, une équipe, et cette ambiance dans l'équipe est primordiale, c'est ce que nous disent les salariés, c'est ça qui fait que la qualité de vie au travail s'améliore. L'évolution des missions, l'intérêt du travail, on pourrait le traduire par la diversité des actions des professionnels, puisque plus un travail est répétitif, plus effectivement les salariés sont sur un travail pratiquement programmé, et ce n'est pas du tout le côté humain de l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Donc plus les salariés ont effectivement de l'initiative, je vais aller plus vite. Pour toi. Merci. Plus les salariés ont une autonomie dans leur action quotidienne, plus effectivement leur responsabilité, leur appétence pour le travail est importante, et donc la qualité d'accompagnement des personnes en situation de handicap l'est également. Et puis un des facteurs d'amélioration, c'est les changements d'organisation. Voilà, on change les équipes, il y a des mutations, etc. Mais on va voir que
les facteurs de dégradation de la qualité de vie au travail sont pratiquement les mêmes. Changement d'organisation, ambiance de travail. Donc on voit bien sur quoi on peut jouer. Et là, c'est tout le rôle des managers, d'avoir un rôle prépondérant sur les changements d'organisation, les changements de planning, d'emploi du temps, et également sur comment faire en sorte que les équipes bossent ensemble, travaillent ensemble. Je dirais que le rôle du manager est pratiquement simplement celui-là. Pedro, je ne vous ai pas passé la parole. Que le rôle du manager est simplement de faire en sorte que les équipes bossent ensemble. C'est un peu comme les entraîneurs d'équipes de foot. On n'est pas 4.0, mais 5.0. Je vois le carton rouge qui va sortir tout à l'heure, donc je fais l'allusion. Donc, on pose la question, et je m'arrêterai, je vais finir là-dessus. Qu'est-ce qui vous motive aujourd'hui dans votre boulot? Première réponse, et qui est la même depuis 10 ans, et les salariés ont changé, puisqu'il y a des gens qui sont partis en retraite, on a embauché d'autres personnes, c'est le sens et l'utilité. Le sens de l'action. Ce que je fais a un sens. Mon implication dans l'accompagnement des personnes handicapées est importante. Donc, c'est ce qui me motive le plus pour aller au travail. Les relations avec mes collègues, on revient sur l'esprit d'équipe. Et puis, bien sûr, ce qui sort en premier, mais vraiment en premier, c'est les relations avec les personnes en situation de handicap. Ça, je passe et je finirai là-dessus. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous dans votre boulot? Le salaire. Dans un secteur, dans l'industrie, dans les services, effectivement, les salaires sont bien plus importants que dans le secteur associatif. Donc, effectivement, c'est une vraie question. Le travail dans l'urgence. Et puis, le manque de reconnaissance. Et pour nous, et je finirai là-dessus, le baromètre social, c'était aussi un retour de reconnaissance vis-à-vis des personnes, des salariés de l'association. Ce baromètre social a été copié, j'en suis très content, par bon nombre de mes collègues en France, mais moi je serais très content de voir l'outil que vous avez montré là tout à l'heure. Et si vous voulez venir en France, parce qu'on a des ateliers qui ressemblent aux vôtres, nous le présenter, nous sommes preneurs. Merci en tout cas, et merci de votre invitation. Gracias, Marc, por ajustarte al tiempo. Ya